pratiquer la plongée sous-marine en toute sécurité. Un plongeur bien équipé est un plongeur qui part en sécurité. S'il est bien un point important en plongée, c'est la sécurité. En effet, à quoi bon partir sous l'eau si c'est pour prendre des risques inutiles? La plongée est, et doit rester une activité sûre. Il existe une multitude de consignes, tout aussi importantes les unes que les autres afin d'assurer la sécurité sur site et sous l'eau et de limiter les risques de la plongée sous-marine. Bien évidemment, il n'est rien de mieux que l'expérience pour garantir une sortie safe, et plus vous aurez de la bouteille, plus il vous sera facile de prévoir les risques. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, prévenir les problèmes avant qu'ils arrivent. On reviendra bien sûr, dans l'item formation, sur l'obstination, qu'ont certains formateurs de privilégier l'action au lieu de la prévention, lors des formations. Personnellement, notre avis là-dessus est ferme, on préfère un bon organisateur, qu'un bon sauveteur. Celui qui aura à secourir ou assister devra déjà s'interroger sur la raison pour laquelle la situation a dégénéré. Avec un peu d'analyse, on se rend compte que l'erreur est souvent humaine et donc, il nous apparaît utile de revenir sur la prévention des dangers de la plongée. Nous n'occulterons pas les risques inhérents à l'environnement et au caractère, pas de chance. Mais nous mettrons avant tout l'accent sur l'humain, cet être extraordinaire qui peut voyager dans l'espace mais qui est aussi d'une fragilité importante face aux forces de la nature. Lisez, apprenez, analysez, partagez, réfléchissez sur les consignes de sécurité en plongée et immergez-vous enfin dans les meilleures conditions possibles. Voici donc nos conseils pour plonger en toute sécurité. Sécurité égale plaisir. Plongée sous-marine, une expérience enrichissante, on plonge avant tout parce que les fonds marins regorgent de beauté. La beauté des poissons multicolores, la beauté du relief, la beauté des rayons du soleil qui rendent dense dans un bleu profond. On est dans un silence relatif, au calme. On n'a plus le poids de notre corps qui nous colle au sol, notre respiration devient lente et paisible et notre corps se détend tandis qu'on évolue en apesanteur au milieu d'anges royaux, de tortues, de mérous, de dauphins. Bref, on est en pleine communion avec la nature. On plonge aussi parce que la plongée sous-marine est une activité sportive et qu'on essaye de se tenir en forme. Pour cela, on s'oriente vers des formations qui nous donnent le droit de descendre de plus en plus profond et d'expérimenter d'autres sensations. Cet objectif idyllique cependant a un prix. Celui de notre sérieux et de la prise en compte que nous ne sommes pas dans notre milieu d'origine. Sous l'eau, beaucoup de choses changent, la pression, notre représentation corporelle, notre ventilation, notre circulation et nos sens sont souvent diminués. L'homme est fait pour vivre sur Terre, c'est immuable. Par contre, on peut, via notre scaphandre autonome, s'octroyer un bon plaisir d'une 50aine de minutes d'immersion. Mais pour s'assurer que ce plaisir ne nous soit pas fatal, il faut connaître quelques concepts importants. Voici ce qu'il faut retenir de la sécurité en plongée. Quels sont les risques en plongée et quelles sont les règles de sécurité à respecter en plongée? Les accidents liés à l'immersion et en plongée. Si nous voulons faire une liste exhaustive des risques liés à la pression, voici comment il faut réfléchir sachant que le but n'est pas faire un cours théorique strict. C'est votre moniteur, pendant votre formation qui va s'en charger, mais plutôt de simplement faire un petit listing et de rappeler les principales préventions. À la descente et à la remontée, la pression va soit diminuer les volumes gazeux, soit les augmenter. Il y a en effet dans le corps un certain nombre de poches gazeuses qui peuvent limiter notre immersion et créer des accidents barotraumatiques. Si les volumes d'air ne peuvent pas s'équilibrer, suite à un blocage, la dépression ou la surpression créée peut impacter l'organisme. Les volumes aériens du corps sont les volumes d'air derrière les tympans, les volumes d'air dans les sinus, le volume compris entre le masque et le visage, volume d'air dans la dent si plombage ou carie, les volumes stomacaux ou intestinaux, le volume des poumons. Toute douleur ou sensation de gêne dans un de ces espaces doit obligatoirement vous obliger à limiter votre vitesse de descente ou de remontée, voire carrément stopper votre plongée. Ici une bonne gestion de son palmage et de son gilet de stabilisation apparaît essentielle. Cela impose aussi de plonger sans contrainte préalable. Rhume, sinusite, asthme, bronchite. Tenez-vous informé de la liste des contre-indications en plongée. Site-FESM, voir un médecin de plongée et un dentiste une fois par an est aussi une bonne chose lorsqu'on plonge très souvent. L'augmentation des pressions oblige notre corps à retenir l'azote de l'air dans notre organisme. Le corps est un organisme qui n'aime pas le déséquilibre, homéostasie, tout changement doit être compensé par une autre action physiologique. Étant donné que la pression augmente à la descente, notre corps se pressurise en emmagasinant l'azote de l'air. Saturation, à la remontée, le corps devra donc immanquablement éliminer le trop-plein, les petites bulles d'azote qui vont apparaître à la remontée. Désaturation,
Cela nous oblige donc à faire des paliers de décompression et à remonter lentement, exemple de la bouteille de coca ouverte trop vite. Ici, il ne faut pas oublier que plus on plonge profond et longtemps et plus on emmagasine. Ces précautions permettent de limiter les risques d'accident de décompression, une bulle d'azote qui se coince dans un endroit du corps, limitez vos profondeurs et vos durées de plongée et restez le plus possible dans la courbe de sécurité. Remontez toujours doucement, surtout les 10 derniers mètres car c'est ici que la pression varie le plus. Ne faites pas d'efforts inutiles avant, mais surtout pendant et après la plongée car vous allez augmenter le taux d'azote dans votre organisme. Ne faites pas d'apnée après la plongée. Il faut au contraire bien respirer. Ne prenez pas l'avion le jour même d'une plongée et évitez les montées en altitude. Passage de col, car vous augmenterez le taux de microbules et leur taille dans votre corps. Plongez en forme et lisez l'aptitude médicale à la plongée. Hydratez-vous avant et après la plongée pour favoriser l'élimination d'azote. Un service que n'êtes pas, pensez à augmenter la durée de vos paliers s'il y a eu quelques soucis pendant la plongée. Une narcose, un essoufflement, le froid, une surconsommation d'air. Respectez scrupuleusement les paliers de décompression et la profondeur de ceux-ci. Faites toujours un palier de sécurité. Beaucoup d'ordinateurs l'imposent. En cas de suspicion d'AD en sortant de l'eau, votre moniteur doit déclencher l'alerte rapidement et vous mettre sous oxygène pur jusqu'à l'arrivée des secours qui prendront le relais. Attention donc à vous renseigner sur les centres où vous allez plonger. Les gaz respirés sous pression peuvent devenir toxiques. Seules les plongées profondes peuvent amener à une toxicité gazeuse, hormis le monoxyde de carbone s'il y a eu défaut de gonflage. En effet, chaque gaz a ses spécificités. Dans l'air, nous avons de l'oxygène, de l'azote et du coexposant 2. Chacun de ces gaz peut engendrer des symptômes de toxicité. A. La narcose, ivresse des profondeurs, pour l'azote. B. L'hyperoxie pour l'oxygène, ne concerne pas le plongeur loisir sauf s'il utilise un mélange gazeux, nitrox. C. L'essoufflement pour le CO2, que nous développerons un peu plus loin. D. L'intoxication au CO en cas de mauvais gonflage. Accidents rares. Les précautions pour les accidents toxiques sont relativement simples, car limiter la profondeur suffit souvent et si vous évoluez dans les niveaux, votre moniteur saura vous adapter doucement aux plus grandes profondeurs. Cependant, il n'est pas rare de voir des plongeurs sous-estimer les risques inhérents à la profondeur. Seul un entraînement technique sérieux et une bonne forme physique peuvent vous prémunir de ces risques. Si vous voulez descendre plus loin, nous vous conseillons de suivre ces niveaux, P40, P60, spécialité profonde. De même, n'oubliez pas que votre corps va vous lancer des indices d'alerte au fur et à mesure que vous descendez. Se connaître et être attentif à vos ressentis est souvent très utile. L'essoufflement c'est un problème plus fréquent en plongée et sérieux car l'essoufflement est souvent la cause d'autres problèmes plus graves. Pas besoin de parler ad vitam aeternam sur le sujet, tout le monde sait ce qu'est un essoufflement mais sous l'eau, c'est une autre paire de manches. La pression sur votre thorax, la densité de l'air respiré, la qualité de votre détendeur et de vos palmes, le nombre de plombs que vous portez à la taille, le courant, le froid, les vagues, votre stade, votre rythme respiratoire, bref tellement de paramètres rentrent en compte ici qu'il devient difficile de tout énumérer. Encore une fois, seule une bonne formation, une bonne expérience et une bonne condition physique peuvent vous éviter de dépasser la zone rouge. Apprenez aussi à connaître votre matériel et à le choisir de façon adéquate car nous nous rendons compte que les plongeurs sous-estiment souvent ce paramètre. Gestion du stress en plongée. Les accidents des milieux. Le milieu marin peut aussi vous réserver quelques contraintes complémentaires. Une mauvaise visibilité par exemple est souvent un paramètre stressant. En fait, ici, tout est une question de stress. Par expérience, on se rend compte que le plongeur loisir qui a reçu une formation limite, ne réalise pas à quel point le stress est le point de démarrage d'un cercle vicieux d'incidents qui peuvent dégénérer en accidents. Avoir reçu une formation où le plongeur apprend à mieux connaître ses limites est vital. Il faut d'ailleurs souvent cibler les exercices d'apprentissage en ce sens pour que le plongeur puisse s'adapter et prendre les bonnes décisions une fois en milieu naturel. Il existe assez peu de centres qui enseignent ce concept, la gestion du stress en plongée. Car c'est bien le milieu qui est stressant et notre représentation qu'on en fait. Suis-je capable de ? Lorsque vous allez évoluer dans un endroit nouveau, passez par un centre et choisissez-le bien. On sait que la carte de plongée la plus reconnue est la carte bleue, mais quand même, de même, la vie marine est jolie, mais il faut la respecter. Exemple, si vous ne voulez pas avoir un oursin greffé à la place du genou, apprenez à vous stabiliser. Tout est encore une histoire de formation. Comment assurer sous le AU ? Une bonne connaissance de soi, être prêt. Partir plonger, ça se prépare. Globalement, il faut 1. Avoir dormi suffisamment. 2. Avoir bien mangé.
3. S'être hydraté. 4. Ne pas plonger si on n'en a pas envie ou si on se sent stressé. 5. Avoir ses techniques à jour. Une plongée de réadaptation est souvent utile en début de saison. Un médecin a fait un malaise à cause de fatigue et de manque d'hydratation. Il partage son expérience. Égal supérieur accident plongée Guadeloupe. Une bonne condition physique. On revient sur ce paramètre, mais trop de plongeurs pensent encore que seule la technique les sauvera. Faux, car nous évoluons dans un milieu incertain et on n'est jamais à l'abri d'une intensification de courant et d'un souci qui nous obligerait à palmer fort ou à user de nos capacités de force et d'endurance. Palmer, pratiquer l'apnée, et compléter sa forme par un quelconque sport limite l'essoufflement et le stress, qui sont nos deux principaux ennemis. De même, nous l'avons vu plus haut, mais il est important de faire évaluer par un médecin spécialisé, et une fois par an, votre aptitude médicale à la plongée. Une bonne maîtrise des techniques de plongée. On a déjà beaucoup insisté dessus, mais quelles sont les techniques essentielles utiles à la sécurité du plongeur? Les exercices d'aisance générale, lâcher et remettre son embout lentement. Vider son masque en toutes circonstances, se stabiliser à toute profondeur, maîtriser sa respiration, maîtriser son déplacement. Des formations complémentaires. Continuer de se former n'est jamais une mauvaise idée si on veut augmenter sa sécurité. C'est même, dirons-nous, un des points essentiels. Pour cela, il existe un panel de formations très complémentaires à l'activité de plongée sous-marine comme passer son permis bateau côtier et hauturier, passer un niveau de secourisme au RIFAP, PSC1 ou EFR, passer des niveaux d'autonomie ou des spécialités qui compléteront votre savoir dans un domaine précis, matériel, oxygénothérapie, profonde, nuit, aller vers des niveaux d'encadrement ou le monitorat. N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans notre milieu et qu'un entraînement régulier permet de mieux gérer l'environnement. La formation fait pleinement partie de cet entraînement. Ici, nous voulons aussi insister sur le laxisme de certains moniteurs en termes de ciblage de formation. Oui, les exercices de sauvetage sont utiles pour les plongeurs autonomes, mais s'il faut sauver, c'est qu'il y a eu problème avant. Nous insistons sur ce point, une bonne formation sur la gestion générale de plongée est plus adaptée que de passer son temps à faire des yo-yo. Soyez donc attentifs aux exercices de formation qu'on vous propose lorsque vous signez pour un forfait. Égal supérieur, être autonome, c'est faire en sorte de ne jamais avoir de problème, pas uniquement savoir les résoudre. Un bon matériel de plongée. Dans la liste des consignes de sécurité, il faut aussi prendre un moment pour parler du matériel, car sans lui, pas moyen de descendre sous l'eau et en profiter. Chaque pièce de votre équipement est importante et nous allons revenir dessus. Un bon masque, c'est une bonne vision et cela vous permet de voir venir les problèmes avant qu'ils deviennent sérieux. Des bonnes palmes, c'est réduire sa charge de palmage et c'est aussi pouvoir avancer comme il faut, même dans le courant. Un bon détendeur, c'est assurer que votre respiration sera régulière et souple, mais aussi, c'est éviter qu'un essoufflement apparaisse trop vite. Une bouteille ajustée à votre profondeur et votre consommation, une 10 litres, 12 L, 15 L pour vous permettre d'en profiter assez, et assurer ses paliers. Un bon gilet stabilisateur à votre taille, c'est une bonne flottabilité et un bon confort de nage, donc c'est limiter les efforts. Une ceinture de plomb équilibrée, c'est aussi limiter les problèmes de position sous l'eau. Attention, les débutants ont souvent tendance à trop se lester, c'est une erreur. Privilégier le poumon ballast sur le lestage, c'est un bon conseil. Une bonne combinaison, c'est réduire les problèmes dus au froid, et donc, réduire les risques complémentaires d'essoufflement ou d'AD. Un bon ordinateur de plongée, lisible et compréhensible par vous est vital pour la qualité de votre décompression. Vouloir acheter trop compliqué au début, c'est vous emmêler les pinceaux et compliquer vos prises de décision sous l'eau. Enfin, utilisez du matériel spécifique selon le type de plongée, parachute, tuba, couteau, tout ceci peut être utile mais, attention, le matériel doit être adapté aux conditions de plongée. Nous voyons souvent des plongeurs arriver avec tout un arsenal qui limite leur aisance sous l'eau et immanquablement, limite les profondeurs et les durées de plongée. Gérer son environnement, c'est une des parties les plus difficiles car elle requiert de l'expérience. Prédire le courant, naviguer en eau trouble, assurer une décompression dans la houle, tout cela demande une maîtrise physique de ses capacités et une maîtrise mentale. Dans le doute, il vaut mieux partir encadrer les premières plongées avant de se lancer dans l'autonomie sur un site complètement inconnu. Les grandes lignes à prendre en compte lorsqu'on veut gérer l'environnement sont évaluer le courant, connaître les prévisions météo, attention, dans certaines mers, les conditions peuvent changer en quelques minutes, connaître la vie marine du lieu, coraux urticants, poissons à ne pas déranger, connaître le relief du site et ses points de navigation. Avoir des sites de secours, être attentif les premières minutes de plongée sur la qualité de votre évaluation, le courant est plus fort que prévu, le froid plus dur, la visibilité moins bonne, attention, chaque site a ses spécificités et il ne faut pas surestimer ses forces.
plonger en carrière n'est pas plus difficile que plonger en mer, et vice-versa. Un plongeur peut parfaitement gérer la composante froid et visibilité et s'essouffler en surface dans une mer houleuse. De même, un plongeur confirmé en mer chaude peut annuler sa plongée à cause du froid. Égal supérieur. Notre conseil ici serait, restez humble. Avoir du matériel de secours. Une des principales raisons pour vouloir utiliser les services d'un club pro ou associatif, est qu'il y a du matériel de secours obligatoire et entretenu, comme spécifié dans le code du sport. Il n'est pas toujours évident pour un privé de se procurer un bloc d'eau 2 et un bas-vue. Cependant, il n'est pas difficile, si vous partez entre amis, d'avoir avec vous, des jointeries de rechange, un détendeur en rab, un bloc de sécu, une trousse à pharmacie et un moyen de prévenir les secours. Malgré tout, il serait irresponsable de partir pour une plongée profonde et difficile sans oxygène. La plongée privée n'est pas interdite mais elle vous oblige à prendre vos propres responsabilités concernant les gens qui plongent avec vous. Organisez sa plongée avant. Presque toute votre sécurité passe par ce moment. On ne fait pas un voyage de 900 km en voiture sans prévoir et vérifier certaines choses. On ne part pas en montagne sans carte ni connaissance des chemins. De même, on ne part pas plonger sans avoir au préalable une réelle organisation de la plongée. Prévenir, c'est guérir. Donc, comment s'organiser? Décider de plonger? Avec qui? Où? Quand? Comment? Connaître d'avance le site si possible, vérifier la météo, avoir un site de secours au cas où les conditions ne seraient pas bonnes, vérifier tout son matériel et avoir de quoi assurer quelques réparations, comme des colliers, un embout buccal, des jointoriques. Organisez votre site de mise à l'eau, plage, bateau, lac, avec le balisage nécessaire, un bloc de sécu, et une sécurité surface si besoin. Prévenir quelqu'un du programme prévu et avoir un plan d'urgence prêt, connaître au moins le numéro du caisson hyperbar le plus proche, revoir les règles de sécurité pour la plongée avec son binôme, consigne en cas de perte, panne d'air, et connaître autant que possible la réglementation de la plongée, code du sport, être en forme, hydraté et psychologiquement prêt, planifier les paramètres, temps, profondeur, palier, ne pas se mettre à l'eau sans s'être revérifié une dernière fois. Pendant, suivez votre planning, soyez extrêmement attentif les premières minutes, le temps que votre organisme s'habitue au passage vie terrestre/vie sous-marine. La plupart des problèmes arrivent tôt. Faites vos vérifications aussi souvent que nécessaire, ces points au point des points E égale consommation, orientation, décompression, équipier. Respectez la vie marine, soyez soucieux des changements de conditions, froid, courant, visibilité, restez proche et regardez-vous souvent. Attention aux photographes et vidéastes qui oublient souvent ce paramètre car trop concentrés sur le sujet à photographier ou à filmer. Votre ordinateur de plongée ne remplace pas votre cerveau, faites preuve de bon sens, il est parfois nécessaire de majorer vos paliers. Après, comme on sait que 85% des accidents de décompression arrivent dans l'heure qui suit la sortie de l'eau, restez calme et serein cette première heure. Revoir les consignes de plus haut, rincez votre matériel et rangez-le, un bon entretien assure la sécurité pour vos prochaines immersions. Hydratez-vous de nouveau car le froid, l'air sec et la pression déshydratent. Protégez-vous du froid ou du très chaud, notez vos paramètres ou donnez-les au directeur de plongée. 5-KCE qu'un bon profil DE plongée. Souvent mal géré, votre sécurité dépend aussi de votre profil de plongée. Normalement, les cours théoriques que vous avez reçus vous ont appris comment maîtriser ce paramètre, mais revenons toutefois sur les points clés. Descendez à la profondeur maximale en début de plongée sans forcément y aller trop vite bien sûr, pensez toujours à votre temps d'accoutumance, ne dépassez pas votre profondeur prévue et si possible, commencez votre remontée avant d'avoir des paliers affichés. La plongée peut se faire tout en remontant lentement, comme sur le profil idéal ci-dessous, d'où l'intérêt de plonger avec un ordinateur. Même s'il est utile d'avoir un jeu de table dans sa poche en cas de panne d'ordi, nos petites machines, ordi, sont devenues fiables tant qu'ils sont utilisés comme prévu par le mode d'emploi, qu'on conseille de lire bien sûr. Les 10 derniers mètres doivent être lents, zone de décompression, évitez les intervalles courts, la répétition de plongée profonde, et prenez au moins une journée de repos si vous plongez toute la semaine. Bien sûr, pas de profil inversé, même s'il existe des subtilités avec ce terme de plongée inversée, gardez donc autant que possible des profondeurs décroissantes tout au long de la plongée et de la journée. Connaître les protocoles d'urgence. Que faire si vous ratez un palier ou si vous remontez trop vite? Ici, il est toujours utile d'avoir eu un cours sur les tables car c'est dans cette section qu'on apprend quoi faire. Pour résumer, les remontées trop rapides égale réimmersion à mi-profondeur dans les 3 mines pour faire un palier de 5 mines et comptez tout le temps de plongée jusqu'à la fin de ce palier pour calculer sa décompression.
Passer aux tables dans ce cas est une bonne idée. Interruption de palier égale redescendre dans les 3 mines ou palier interrompu et le recommencer entièrement. Nouveauté, depuis peu, il est demandé d'évacuer vers le caisson en cas d'erreur de procédure, même sans symptômes apparents. Une mise sous oxygène peut aussi s'avérer être une bonne décision en attendant que les services de secours vous indiquent quoi faire. Pourquoi passer par un club de plongée sur place? Accident plongée, le club a prévenu les secours immédiatement. Au vu de cet article, il apparaît évident que passer par un centre pro ou associatif réputé pour aller faire de belles explos reste le meilleur moyen d'assurer votre sécurité. Pourquoi? Car, nous connaissons les sites et les conditions météo. Nous avons le matériel de secours. Nous savons quoi faire en cas de problème. Nous avons l'entraînement pour prendre en charge une urgence. Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez passer un super moment sous l'eau.